Voilà, quelques mots pour présenter notre conférencier, Hervé Lou. C'est bon, tout va bien? Ça clignote. Bon, on espère que ça va aller. Monsieur de la technique là-bas. Ça clignote. Bon, pendant que ça clignote, on va peut-être vous présenter. Vous, ça va marcher? Oui, il est allumé, vous pouvez y aller. Voilà, quelques mots pour vous présenter. Ok, bonjour à toutes et à tous. Hervé Lux, plus de 30 années de passion de la bière. Donc j'ai commencé surtout en dégustant les bières dans les années 85, qui correspondent un peu au renouveau des microbrasseries en France et dans le monde de façon générale. Et puis les années faisant, après avoir testé des bières des quatre coins du monde, alors je suis on va dire un dégustateur raisonnable côté nombre de bières. J'en ai testé environ 4000, mais surtout de plus de 115 pays. Donc ça m'a permis de pouvoir découvrir toutes les cultures bières de tous ces pays, tout ce qui pouvait se passer autour de la planète bière. Ensuite, comme activité, j'écris dans Beer Magazine depuis 2010. Je suis juge de bière un peu aux quatre coins du monde. France, Belgique, Italie, République tchèque, Japon, États-Unis. On parle trop fort? Maintenant, bon. C'est trop fort, on n'entendait pas la première conférence, alors on s'est permis de monter un petit peu le son. On va ramener du monde, c'est bien. Bon, on va baisser un peu le son. On va baisser un petit peu. On va essayer de la faire plus tranquille. Et puis les activités de consulting autour de la bière, de conseils au niveau des brasseurs. Et puis dernièrement, donc j'ai lancé la formation de sommelier bière Domens, qui est une enseigne allemande. Et donc le français est la 7e langue de cette formation, qui se déroule sur 2 semaines et qui permet donc de voir tout ce qui peut exister autour de la bière. Du brassage, l'association des bières aimées, les styles, les défauts, etc., etc. Voilà. Donc tout un profil autour de la bière varié. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade-là. Non, on va peut-être démarrer, on gardera un petit peu de temps pour les questions. Est-ce qu'on a récupéré l'image? Ça fonctionne. Parce que l'image, oui, mais pas la mienne. Voilà, on y est. On y est. Alors, les bières qui peuvent vieillir. Donc, d'abord, de quelle bière on parle? On ne parle pas de la bière qu'on oublie dans sa cave. Ah bah ça peut toujours arriver, bien sûr, mais c'est surtout si on veut créer sa cave, hein, comme vous avez pour peut-être certains une cave à vin. Eh bien, il y a des bières qui peuvent aussi vieillir et maturer. Revenez vers moi parce qu'on est filmé, c'est mieux que vous soyez dans le cadre. Ok, pardon. Donc, il y a des bières qui peuvent vieillir. Par contre, à l'inverse, il y a beaucoup de bières qui ne peuvent pas vieillir. Donc, ça ne sert à rien de les mettre de côté. C'est ça un peu le principe de pouvoir décrire quelles sont les bières, les quelques rares pourcents de bières qui sont susceptibles de vieillir. Et à l'inverse, toutes les bières qui, il faut les voir tout de suite. Et puis si vous les avez oubliées, faites de la cuisine avec, utilisez-la dans votre machine à pain, mais voilà, ça ne servira à rien. C'est ça le principe. On vous écoute. Ok. Peut-être mettez-vous là, alors, comme ça vous serez à côté. C'est peut-être un peu petit, pour un grand projecteur. Donc un des premiers grands principes, c'est il faut avoir des bières d'un certain niveau d'alcool. C'est-à-dire qu'en général, ce sont des bières supérieures à 8 ou 9% d'alcool et conditions supplémentaires de couleur minimum ambrée. Ambrée, brune, noire, etc. Toutes les bières de couleur claire, on le verra par la suite, ne peuvent pas vieillir très longtemps. Deuxième type de bière, beaucoup plus rare, qui peuvent vieillir, les bières fumées. La fumée, ça conserve, hein, c'est aussi simple que ça, puisque en charcuterie, etc., c'est un moyen de fixer un produit et donc vous pouvez après le conserver. La fumaison.
beaucoup de bières allemandes de ce style-là. Les bières épicées aussi. Les épices ont des propriétés parfois antioxydantes. Donc on va voir plus tard que qu'est-ce qui permet de faire vieillir une bière, c'est d'avoir des antioxydants dedans qui vont faire que le vieillissement sera très très long, une sorte de protection. Il y a toute la famille des bières acides ou sûres. Les Belges emploient ce mot plus communément que nous, une bière sûre. Donc ça va être les gueuses, les rouges des Flandres, les brunes des Flandres et le lambic et lambic et fruits. Hein, sachant qu'une gueuse est un assemblage de lambic. Les bières aussi vieillies elles-mêmes déjà en fût, mais avec une limite. On verra après quelle est la limite de l'exercice pour les bières vieillies en fût. Donc fût barrique, hein, pas fût d'inox. Barrique de diverses essences avec différents alcools dedans. Une autre catégorie qui est peut-être moins parlante pour vous, ce sont les bières avec des brettes. Alors les brettes, c'est l'abréviation des Brettanomyces, qui sont des levures sauvages qu'on trouve en particulier dans les gueuses, mais qu'on trouve aussi dans l'Orval, hein, qui est une bière mythique. Et donc ces brettes ont un pouvoir pareil de conservation qui font que toute bière élaborée avec des brettes de façon naturelle ou vraiment en les ajoutant volontairement vont aussi pouvoir se garder. Hein, on peut boire un Orval, donc on dit un Orval et pas une Orval. C'est très intéressant parce que c'est une des bières qui vieillit le plus rapidement dans un temps court avec des effets de changement de goût significatifs. Donc vous achetez 6 ou 12 Orvaux au pluriel. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça que les Belges, en tout cas, parlent de l'Orval. Et vous en buvez une maintenant. Vous prenez des petites notes. Et puis dans 6 mois, dans 12 mois, dans 18 mois, 24 mois, jusqu'à 36 mois, même au-delà. Et vous allez voir une évolution très importante du goût. Parce que la levure même de l'Orval est très complexe. Donc il y a plein de choses qui vont évoluer dans le temps. Après, ce qui est important aussi, c'est les conditions dans lesquelles vous allez garder votre bière. Donc, comme le vin, la température idéale de conservation d'une bière que vous voulez faire vieillir, toujours dans cette optique-là, ça va être de entre 10, 13 degrés, 12 degrés, 15 maximum, on va dire. On verra après, si on va au-delà, ce qui se passe. Pas de lumière, c'est pareil, hein. Donc, toutes les bières avec des verres transparents ou des verres verts, je ne citerai pas de marque, ne vont pas bien vieillir. Hein, des bières avec du verre en verre clair ne sont pas faites pour vieillir. Petit aparté, justement, oui, sur le contenant, est-ce qu'une bière en canette, du coup, va mieux vieillir, puisque là, pour le coup, elle est vraiment privée de lumière? Alors, les bières en canette. En France, on a une mauvaise image des bières en canette. Il faut savoir pour certains styles de bière, c'est plutôt intéressant, c'est-à-dire les bières de type Pils. Hein, ça va les protéger et mieux les conserver, mais c'est pas pour autant qu'après on boit une Pils et on fait vieillir une Pils. Et les bières de type IPA avec beaucoup de houblon seront mieux dans une boîte en fer, pareil, parce qu'elles n'aiment pas du tout la lumière, elles sont mieux, mais une bière houblonnée, elle ne vieillit pas. Donc, ça répond à la question en disant que oui, la canette, c'est bien pour certains produits, mais on n'est pas sur les bières qui vont vieillir. Ça va au contraire protéger des bières qu'il faut boire jeunes et qui sont très très sensibles à la lumière. Donc dans ces cas-là, la canette, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis la verticalité, et ça c'est fondamental, la verticalité, c'est-à-dire que les bouteilles de bière se conservent debout, pas couchées. Alors c'est pas juste, comment dirais-je, un effet de mode ou quoi que ce soit, hein. Il y a une raison, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que vous avez une capsule. Alors la capsule, elle est en fer. À l'intérieur, vous avez un petit opercule plastique. Mais si vous la laissez debout, en tout cas, il n'y aura pas de contact. Si vous couchez votre bière, en fait, il y aura un échange entre la bière à travers le plastique sur le métal. Donc vous allez oxyder votre bière déjà. Et puis deuxième point important, c'est que la surface de contact de l'oxygène avec votre bière, si vous la laissez droite, c'est grand comme ça, hein, vite dessus,
Si vous couchez votre bière, la surface va être au moins 4 ou 5 fois plus grande. Donc votre bière va s'oxyder, hein, parce que l'oxygène, c'est l'ennemi de la bière, entre guillemets, va se vieillir d'autant plus rapidement. Donc c'est les deux raisons fondamentales de garder une bouteille de bière droite. Après se pose la problématique des bières avec bouchon, en liège. Là, il y a deux écoles, enfin il n'y a même pas deux écoles. En fait, c'est soit vous avez un endroit qui est suffisamment humide, c'est-à-dire un taux d'humidité aux alentours de 60% et plus, et votre bouchon ne va pas rétrécir, vous pouvez continuer à la garder droite. Soit à l'inverse, vous êtes dans un endroit où le taux est inférieur, et là il y a risque que le bouchon se dessèche, et dans ces cas-là, vous les mettez horizontales, comme le vin. Est-ce qu'on peut rappeler l'effet de l'oxydation sur la bière, peut-être? Alors l'effet... c'est quoi les symptômes d'une bière oxydée? Alors ça dépend, c'est compliqué de répondre de façon générale, ça dépend du style de bière. Selon le style de bière, ça va réagir différemment. Si on prend une bière Pils, la plus classique, elle va avoir un goût par exemple de carton, très rapidement. Et en plus, plus la température est élevée, c'est-à-dire si vous la gardez à 15 degrés Celsius, l'effet carton, il va être un peu comme ça, 20 degrés comme ça, et 30 degrés. L'effet carton, au bout d'un mois ou deux, il va être horrible. C'est comme si vous mangiez du carton mouillé, du placoplâtre, enfin c'est... Voilà. Voilà ce qui arrive, c'est sur un exemple, sur un type de bière. Et vous imaginez bien que ce genre de bière de type un peu industriel sont stockées dans des entrepôts où, des fois, il fait sans doute l'été plus que 30 degrés Celsius. Il fait peut-être au moins 40 ou 50. Et donc votre bière, très rapidement, elle va être, on dit des fois dans le jargon, cartonnée. Elle aura un goût de carton. L'exemple, il est d'autant plus flagrant sur des pils de Tchèque, les pils de Prague, qui arrivent chez nous en bouteille verte. Pas bon. Vous n'arrivez quasiment jamais à en trouver une qui soit bonne. Donc, la conclusion pour ce genre de bière, comme certaines pils allemandes, il faut aller les boire sur place à la pression. Ça veut dire que certaines bières, elles n'ont pas trop lieu d'exister en bouteille, en fait. Alors, c'est un peu dommage si vous restez ici en France, vous avez envie de goûter ce type de bière. Une autre bière connue, autour de Cologne, s'appelle la Kölsch. Ça se boit pareil, à la pression, très rapidement. Les verres sont tout petits, en quelques gorgées, pour pas qu'elle s'oxyde. On dit qu'en 12 minutes, cette bière, la Kölsch, elle peut s'oxyder. Donc, il faut mieux avoir des petits verres. Il y a un monsieur qui passe, qui vous resserre. Et tant que vous n'avez pas mis le sous-box ou votre verre, il vous resserre à l'infini. Hein. Bon, voilà. Donc, il y a plein d'exemples où on voit que l'oxydation peut provoquer un effet désastreux sur la bière. C'est quelques exemples parmi plein d'autres. Si on prend toujours des bières assez claires, vous pouvez avoir après des petits flocons dans votre bière plutôt désagréables. Il va y avoir comme une sorte de cristallisation de particules, pas très jolie à froid et à chaud. Et puis un autre point important, qui n'est pas fondamental mais qui est mieux, c'est si vous voulez garder des bouteilles de bière, privilégiez les 75 centilitres, voire des magnums, quand vous pouvez y trouver. L'Orval n'existe par exemple qu'en 33 centilitres, elle n'existe pas en 75, dans la mesure du possible. Donc ça, on vient de balayer ce qu'on appelle les grands principes. Vous avez à peu près la cartographie des styles, des catégories de bières qui vont pouvoir vieillir. À l'inverse, pour bien enfoncer le clou, et il y a l'autre côté de la barrière, celles qui de toute façon ne pourront jamais bien vieillir ou ce ne sera pas intéressant. Commencez les bières houblonnées ou très houblonnées. À la minute où votre bière houblonnée est sur le marché, son niveau d'amertume décroît, invariablement. Donc soit, cas exceptionnel, c'est tellement houblonné que vous ne pouvez pas la boire, donc là vous la mettez de côté, vous pouvez espérer que dans 2-3 ans elle sera peut-être moins amère, mais bon, c'est pas le but d'avoir acheté une bière amère pour la garder qu'elle soit moins amère. Donc ça n'a pas trop de sens. Et ça veut dire que, à contrario, toutes les bières houblonnées, style IPA, sont à boire fraîches, pas fraîches en température, mais fraîches en durée de vie. Donc soyez assez vigilants quand vous avez l'information de quand elle a été produite. Pas la date de fin, là. Si vous avez que la date de fin, vous ne savez pas quand elle a été produite.
Ça peut être juste avant la date de fin, mais si le brasseur a mis 1 an ou 2 ans, bah, votre bière risque d'être moins bonne que de l'avoir bu dès qu'elle a été fabriquée. Les Américains, en général, sur leur IPA, ils mettent 3 à 6 mois maximum de durée de vie de la bière. En France et ailleurs, il n'y a pas de régulation, enfin de réglementation qui oblige à mettre 6, 9 mois, 2 ans. Donc le brasseur est libre de mettre ce qu'il veut. Voilà. Donc vraiment, il faut avoir en tête que les bières houblonnées se boivent voilà, le plus proche de la production. À la pression aussi, c'est très bien, bien évidemment. Les bières de basse fermentation, alors ça ne parle peut-être pas à tout le monde, c'est ce qu'on appelle le langage courant, les lagers, les pils. En fait, il y a 3 familles grossièrement de bières, les lagers, les ale et les bières de fermentation spontanée. Les bières de basse fermentation, c'est des pils. C'est des bières il y a plus de 90% de bières sur le monde qui sont des pils. Des bières assez simples, blondes, rafraîchissantes pour l'été, un peu houblonnées selon les styles. Et ça, vous la trouvez partout sur toute la planète. Les marques classiques que tout le monde connaît au niveau de la planète Terre, hein, qui sont diffusées, vous pouvez trouver partout. Ça va être Heineken, Carlsberg, une Kronenbourg, une 1664, Budweiser. Voilà, tout ça, c'est des pils dans la famille des lagers. Et ces bières sont faites avec des levures qui fermentent à une tranche de température entre 8 et 13, 15 degrés Celsius. C'est pour ça qu'on appelle ça des bières de basse fermentation. À l'opposé des bières de haute fermentation, qui sont avec d'autres typologies de levures et qui sont fermentées entre 15 et 25 degrés Celsius. Plus le style anglais, belge et compagnie. Le reste, et après l'exception, c'est les fermentations spontanées. Ce sont principalement, sans rentrer plus dans le détail, les bières de type lambic. Les lambics servant à faire des gueuses, ou les lambics aux fruits. Là, c'est plein de levures sauvages qui font la fermentation. À éviter, on vient de le dire, les mauvaises conditions, la chaleur, la température, vraiment la température et la lumière sont les ennemis les plus importants pour la bière. Si les entrepôts, vous imaginez 50 degrés Celsius, c'est un problème. Donc pour le brasseur, il a un enjeu, c'est que quand il vend ses bières à un caviste ou à un distributeur, il faudrait qu'il s'assure du mieux qu'il puisse que sa bière va être entreposée dans la meilleure condition jusqu'au client final. Donc quand vous allez chez votre caviste, si vous voulez un peu le titiller, il peut avoir une boutique réfrigérée, c'est déjà bien. Par contre, qu'est-ce qui se passe derrière sa boutique, son entrepôt, et il y a combien dans son entrepôt quand c'est l'été ? Il y a aussi 20, c'est réfrigéré, il y a 30, il y a 40, il y a 50. Bon, c'est un petit challenge pour vous éventuellement. Voilà, il faudrait que toute la chaîne soit respectée et le plafond par rapport surtout aux bières refermentées en bouteille, c'est 30 degrés Celsius. Parce qu'à partir de 30 degrés Celsius, les levures qui sont à l'intérieur des bouteilles, pour celles qui sont refermentées en bouteille, peuvent mourir. Et donc, en mourant, elles peuvent dégager à l'intérieur de la bouteille après des odeurs et des arômes très très désagréables. Et donc l'oxydation, pareil, elle est exponentielle après dès que vous atteignez ces températures. Ça, c'est un point qui n'est pas trop surveillé. Si on peut faire un parallèle sur le saké japonais, hein, donc pas le saké que vous voyez dans les restaurants asiatiques avec la petite femme nue au fond du bol, ça c'est pas du saké japonais, c'est juste un alcool fort blanc qui fait 35-40 degrés d'alcool. Là, on parle d'un produit qui est une distillation une fermentation du riz. Hein, le saké, c'est aussi du brassage qui fait entre 14 et 18% d'alcool. Les producteurs de saké japonais s'assurent quand ils envoient leurs produits en Europe, ça part en conteneur réfrigéré, parce que le saké n'aime pas du tout la chaleur, et que quand il est vendu après à un distributeur ou un caviste final, lui aussi l'entrepose dans des conditions aussi bonnes que ça. Sinon, le produit est très fragile et il serait complètement perdu. Une bouteille de saké, une fois qu'elle est ouverte, il faut la boire aussi très rapidement, c'est en jours, en semaines maximum. Pour la bière, on devrait être aussi précautionneux, c'est-à-dire, voilà, pas dépasser 20, 30, c'est déjà pas bien, hein, mais bon, ce serait déjà bien si partout il y avait 30 maximum. Il y a un gros enjeu là-dessus, mais bon.
Et puis donc, les bières industrielles stabilisées, si elles sont stabilisées, elles ne vont pas vieillir. C'est de fait. Ils ont tellement filtré, etc., refiltré, qu'il reste plus grand-chose dans la bière. Donc elle ne peut pas vieillir en fait. Les bières de type Pils, c'est aussi à boire fraîches en température et fraîches en jeunesse ou à la pression. Concrètement, à la maison, alors, les bières, on les entrepose où? Dans une cave, quand on en a une? Quand on n'en a pas, comment on fait? Idéalement, c'est une cave, bien évidemment. Si vous avez une cave en terre battue où il fait 13 degrés toute l'année, c'est le paradis. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez soit acheter ou récupérer un vieux frigo et du coup, essayer que votre bière reste toujours verticale à 10, 12, 13 degrés Celsius. Tout dépend de la taille que vous avez. Surtout déjà à l'abri de la lumière. C'est vrai que si vous avez qu'un garage, l'été dans votre garage il va faire sans doute 30 degrés, peut-être un petit peu plus. La cave à vin on oublie parce que les bouteilles sont allongées. Après ou sinon il faut l'adapter, il faut bidouiller, il faut enlever quelques clayettes et remettre une plaque d'inox par exemple plane, parce que souvent c'est comme ça et vos bouteilles peuvent faire les quilles. Il va y avoir un peu de casse. Voilà. C'est vrai que quand on a une belle cave souterraine, c'est tout ce qu'il y a de mieux. Mais un vieux frigo réaménagé, mais qui fait toujours du froid, mais du froid pas à 4 degrés Celsius à l'inverse. C'est 10-12 quoi, donc il faut un peu bricoler ou rejouer sur le produit réfrigérant. Après, il existe des caves à bière en Allemagne ou comme ça, électroniques, qui sont plus faits pour les bières. Mais en France, on n'a pas ça pour l'instant. Ici, je vais vous expliquer, c'est pour reformuler la première partie, quels sont les facteurs de clé de réussite pour avoir des bières qui vieillissent bien. Donc il va falloir utiliser à minima des maltes grillés, c'est-à-dire pas les maltes les plus classiques qui donnent des bières claires, puisque en fait dans ces maltes-là et pendant l'ébullition, il va se passer la réaction de Maillard, qui est un chimiste français du siècle dernier, qui va transformer une partie du malt, de l'amidon qu'il y a au moment de la première phase quand on brasse une bière, en mélanoïde. Alors, ça fait un nom un peu savant, mais ça c'est des antioxydants. Comme vous avez bien compris, oxygène, ennemi de la bière. Donc partout vous allez pouvoir ajouter des antioxydants, plus vous allez pouvoir conserver votre bière et la protéger de l'oxygène, son ennemi fatal. Plus votre bière va aussi contenir de sucre résiduel, c'est-à-dire plus elle va avoir du corps et de l'alcool, plus aussi elle va se conserver. Et tout ça, c'est souvent lié aussi à la qualité du malt. Alors on a la chance en France d'avoir peut-être le premier producteur mondial de malt. Et donc on a plein de producteurs qui savent vraiment faire leur travail. Donc pour preuve, beaucoup de whisky japonais sont faits avec nos maltes en fait. On a vraiment un savoir-faire français, on est premier là-dessus. Pour une fois qu'on est premier quelque part, il ne faut pas bouder notre plaisir. Donc on a vraiment un malt, et les brasseurs français là-dessus peuvent se réjouir d'avoir un malt de qualité. Les levures que vous avez utilisées, et donc indirectement à travers ça, c'est toutes les bières refermentées en bouteille. C'est bien le but. Les Belges mettent souvent bière au goût évolutif. À partir du moment où vous remettez des levures dans votre bouteille, il va y avoir quand même, et c'est le but, un petit transfert avec l'oxygène qu'il y a entre le haut de votre bouteille et la capsule pour qu'il se passe un cycle de choses, de transformation, etc. D'où l'intérêt d'avoir une grande bouteille parce qu'il se passera plus de choses intéressantes. La levure, c'est ça aussi qui va vous donner des bières plus ou moins fortes, indépendamment de la part de matière première que vous allez mettre. Et tous les petits noms que vous avez en dessous, des lactobacilles, des pédiocoques, des brèdes, des acétobactères, tout ça c'est une faune de levure, de micro-organismes sauvages qui aussi vont contribuer à garder votre bière, mais surtout la transformer. Parce qu'en fait, ils sont, à la différence des levures qui ont été domestiquées, la fermentation c'est 6, 8, 10 jours grand maximum. Ces petites levures, elles vont travailler pendant 6 mois, 1 an, 18 mois, 24 mois. Elles vont continuer un peu à travailler, à grignoter des petits bouts de sucre par-ci par-là et donner donc des arômes dans la bière différents. Donc là, on a toutes les conditions pour que votre bière, elle évolue. On dit vieillir, mais c'est aussi évoluer et changer de goût.
C'est ce qu'on cherche. J'ai mis une couleur un peu différente pour le passage en barrique, parce que selon la façon dont on va passer une bière en barrique, on va la maturer, vous pouvez après garder la bière ou pas. C'est-à-dire que si la personne de sa barrique filtre finalement le contenu de la barrique, le travail est fait. Là, c'est plus un travail d'apporter des goûts, etc. Et il n'y a plus se passer grand-chose s'il la filtre. À l'inverse, s'il met tout le contenu de la barrique et donc plein de particules, peut-être ça pourra vieillir. À l'opposé, s'il a aussi laissé oxyder dans sa barrique, il y a plusieurs techniques. On peut laisser le niveau baisser, on peut rajouter du niveau, et donc on peut apporter plus ou moins d'oxygène. Si ce passage en barrique a trop oxygéné la bière, elle risque de mal vieillir. Donc ça veut dire que dans ces cas-là, il vaut mieux aussi le travail a plus été de la maturer en barrique, et donc vous pouvez la voir tout de suite après. Le travail est déjà fait. Elle risque de mal évoluer pour le coup si elle était trop oxygénée, et ça vous ne pouvez pas le savoir. Donc une bière vieillie en barrique, ne la gardez pas si longtemps que ça dans l'absolu. Et puis le facteur capital, c'est cet équilibre d'oxydation, donc le contenu que vous avez entre votre capsule et donc le niveau de liquide. Si à l'inverse, la bouteille était remplie jusqu'au bord de la capsule, il ne se passera rien. Donc c'est vraiment dans cette petite phase où il y a l'oxygène que ça va vous permettre de faire toute l'évolution de la bière. Ensuite, je vais vous brosser un panel des styles de bière qui peuvent le mieux vieillir et à peu près, parce que là c'est assez large, le nombre d'années qu'elles peuvent vieillir. Donc les bières qui peuvent vieillir le plus sont les gueuses. Les gueuses étant un assemblage de lambic. J'ai mis 10 à 30 ans. Certains ont des gueuses de 40-50 ans. Bière acide qui peut perdurer. Il y a des brettes dedans, etc. Recherché évidemment sur le marché par les connaisseurs. Un autre style, c'est le style barley wine, mais anglaise, parce qu'il y a des petites subtilités. Il y a des barley wine américaines, on verra à la fin. Barley wine, si vous traduisez en français, ça veut dire vin d'orge. Donc c'est des bières qui font 10 à 12% d'alcool. La fameuse Thomas Hardy, j'ai des photos après, à la fin de la présentation. C'est une bière mythique qui existait dans les années 70 jusqu'en 99. Après, elle a été arrêtée, puis refaite par une autre brasserie, puis arrêtée et refaite par une troisième brasserie. Mais les connaisseurs considèrent que c'est vraiment la première brasserie qui s'arrêtait en 99, où il y avait vraiment une bière particulière. À titre personnel, j'en ai bu une l'année dernière, en 2018, qui datait de 1998, donc 20 ans. Et là, c'est un peu comme un vin, vous l'ouvrez, vous la laissez un peu s'aérer, s'oxygéner, 20 minutes, et après, vous avez un produit qui a évolué, qui est magnifique, 20 ans après. Les quadruples belges. Alors, les quadruples belges, c'est comme une barley wine. Il y a des petites différenciations de style dans la mesure où, là, c'est souvent un peu plus de corps, un peu plus de sucre. Pareil, vous allez pouvoir les garder 5 à 15 ans. La photo, c'est une bouche de nuit. Donc, c'est une bière de la brasserie Bouche qui, au départ, fait 12% d'alcool. On passe dans des fûts de Nuits Saint-Georges, mais que c'est bien filtré, etc. Donc derrière, elle, pour le coup, on sait qu'elle peut continuer à se développer. Ça se garde. Voilà. Il y a un millésime sur chaque bouteille, sans aucun problème, 5 ans, 10 ans. Les impériales Russian Stout ou Imperial Stout, c'est la même chose. Pareil, c'est des bières très fortes en alcool, qui initialement étaient envoyées d'Angleterre vers la cour de Russie, chez Catherine II, à Saint-Pétersbourg, parce qu'il faisait froid l'hiver, donc il fallait des bières qui réchauffent. Donc ils leur ont concocté des bières 10-12% d'alcool. Ça c'est pareil, ça se conserve très bien. Ensuite, vous avez les rouges et brunes des Flandres, qui sont des bières style Rodenbach, si ça vous parle un peu. Ça goûte un peu le vinaigre, si on n'a pas l'habitude. C'est des bières à apprivoiser. Première fois qu'on en goûte, ou même les fois suivantes, c'est assez particulier. La brune des Flandres est un peu plus tempérée, en côté acétique, mais intéressante. Et pareil, c'est des bières qui peuvent facilement vieillir 5-10 ans.
Chez Rodenbach, ils sortent un millésime chaque année, ça s'appelle la Rodenbach Vintage, et vous pouvez garder ça 10 ans facilement, sans problème. Et en dernier, j'ai mis la Barley Wine américaine. La différence avec les Barley Wine anglaises, c'est qu'il y a une forte tonalité d'amertume à la fin. Donc vous avez quelque chose de alcoolique, sucré, et tout d'un coup, vous avez une grosse vague de houblon et d'amertume. Donc c'est un peu particulier dans le style. Et du fait qu'il y a des houblons, bah, ça vieillit moins bien. Hein, le seul effet que ça va avoir, ce sera, si vous la gardez 5 ans, ce sera un peu la même chose avec un peu moins de houblon. Donc un intérêt limité pour le vieillissement et l'évolution du goût. Ça, c'est une expérience que j'ai pu faire dans un bar. Si un jour vous voulez vraiment tester des produits qui ont vieilli, pas loin d'ici, en Belgique, il y a un bar qui s'appelle le Culminator à Anvers, où il s'est spécialisé dans les bières vieillies. Donc il y a plus de 800 références de bières. Vous trouvez des bières qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, de ces styles qui peuvent vieillir. Il en a fait son commerce depuis au moins 30 ans. Donc c'est un lieu de pèlerinage pour tout amateur de bière et qui veut voir ce que c'est qu'une bière qui a vieilli. Donc, il y a des gueuses, il y a etc. Donc moi j'aime bien cette bière qui s'appelle Stillenaar, qui est faite par une brasserie belge, qui s'appelle Dedel Brewers, ou les brasseurs fous en français. C'était sa première recette à l'époque avec des levures de Rodenbach, c'est-à-dire un goût un peu aigrelé, ce côté vinaigre. Une bière qui faisait 8% d'alcool, qui était ambrée. Je l'ai bu en 2003 et a daté de 1982, donc 21 ans d'âge. Vous voyez la mousse, hein, la mousse, il y en a toujours. Donc elle était toujours un peu aigrelette, il y avait des tonalités d'acidité. Et puis bah, elle avait un peu madérisé, un peu comme un porto, enfin, c'était plein d'arômes, plein de nuances, etc. Bon, si ce n'était déjà le cas, enfin moi je le savais, mais donc certaines bières peuvent vraiment évoluer de façon fantastique et vraiment vous découvrez une nouvelle bière, un nouveau produit vraiment magique. Et si vous voulez pousser plus loin votre réflexion, il existe un livre en anglais malheureusement, c'est le livre de référence qui s'appelle Vintage Beer, qui a été écrit par Patrick Dawson, c'est un Américain. Donc il a fait cet ouvrage, et à l'intérieur de cet ouvrage, j'ai juste pris une image, parce qu'on est borderline sur les droits d'image, mais bon, il a étudié 20, 30, 40 bières, styles de bière à travers, et l'évolution sur 10 ans des différents composés de chaque bière. Là, c'est une Trappist Rochefort 10. Donc, vous voyez quand même qu'il se passe beaucoup de choses en 10 ans. Hein, si vous regardez enfin, entre le début ici, à un moment, il y a des choses qui sont au top de chaque truc. Et après, il y a des choses qui disparaissent carrément et des choses qui apparaissent. Et vous avez un graphique sur différents axes, parce que les bières n'ont pas les mêmes axes, sur 30-40 bières. Donc c'est un livre assez intéressant pour se donner une idée. Du coup, si on a des goûts qu'on préfère, qu'on aime, hein, un petit goût de madérisation, voilà, un petit goût de tabac, un petit goût vanille, etc. Vous pouvez regarder finalement ces graphiques et vous dire ah oui, moi j'aimerais bien une bière comme ça. Je vais prendre celle-là, je vais la faire vieillir 5 ans et puis voilà, qu'est-ce que ça va donner? C'est une expérience. Et vous aurez voilà. Donc c'est vraiment le livre de référence, il n'y en a pas d'autre, à ma connaissance. Et au niveau des bars, il y en a aussi aux États-Unis, mais je ne vous donne pas les noms. En Suède, c'est hors de prix. Enfin, vraiment, le meilleur endroit, c'est le Culminator à Anvers. Après, j'ai quelques photos, mais on va peut-être passer à la dégustation. Passer à la dégustation, oui. Alors, donc, on va vous proposer la même bière, mais avec des années de millésimes, entre guillemets, différents. Est-ce que vous voulez nous les présenter toutes les deux pendant qu'on nous les sert? Alors, je vais vous abandonner 2 minutes pour aider à la distribution. Pas de problème. Donc, on va partir sur la fameuse Chimay Bleue, qui est assez connue du grand public. Une bière qui fait 9% d'alcool, qui est ambrée brune, on va dire, de toute façon, qui a donc les caractéristiques qu'on vient d'évoquer pour pouvoir vieillir. Elle est forte en alcool et elle est plutôt dans des coloris foncés et avec des levures assez complexes parce qu'on est en Belgique. Donc là, on va vous faire goûter le millésime 2018 actuel et le millésime 2012, donc la même bière qui a été créée il y a 6 ans.
Et dès qu'on vous a servi, ne n'attendez pas tout le monde, hein, je vous invite à mettre votre nez dedans pour déjà percevoir les différents arômes, voir si vous trouvez une différence ou pas, voir si ça valait le coup d'attendre, de la mettre de côté ou pas. Et puis après, de la goûter. Vous pouvez regarder aussi la couleur. La couleur, elle est différente. La mousse est différente. Voilà, donc vous avez 6 ans d'évolution, c'est déjà pas mal. Une chimée bleue, ça se garde 10 ans. 12 ans grand maximum. Après, il y a un effet d'apogée, comme le vin, ça décroît. Voilà. Vous voyez que, enfin, pour ceux qui l'ont, les couleurs sont différentes. Hein. Il y a une couleur qui est beaucoup plus foncée que l'autre. Il y en a une qui fait plus ou moins plus de mousse que l'autre. Et au nez, je ne vais pas déjà vous dire quelle est la différence, parce que ça vous d'un peu de la sentir. Et si vous en sentez une. Je ne vais pas vous forcer en vous disant oui, il y a une différence. C'est à vous de la constater. Alors, il n'est pas facile de trouver, il n'y a pas beaucoup de cavistes parce que c'est du temps, c'est de l'argent, qui peuvent vous proposer des bières déjà vieillies, quoi. Donc, ça commence à se faire, mais le mieux, c'est de créer votre mini-cave de vieillissement à titre personnel. Oui. Alors, pour mesurer le taux d'humidité dans une cave, il faut acheter un hygromètre, qui est un truc qui mesure comme la température, en fait, le taux d'humidité, qui va de 0 à 100, qui va vous mesurer le taux d'humidité, ou électronique. Est-ce que vous avez des questions le temps qu'on finisse de servir tout le monde? N'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. Profitez-en. Après, quand tout le monde sera servi, on aura testé, on fera un rapide sondage en fait, de vos impressions, savoir si vraiment c'est marquant ou pas marquant, est-ce que ça valait le coup. Même pour moi, c'est toujours intéressant de savoir. Bravo. Je connais le goût à faire ça. Bon là, c'est pas le sujet, mais je vois qu'il y a des verres de formes différentes. C'est encore un autre sujet, une autre conférence, mais le verre a quand même son importance en fonction du style de bière. Et ce genre de bière se boit même pas dans c'est plutôt des verres calices, des verres ouverts très grands. Alors, la question est, est-ce qu'il faut ouvrir une bière millésimée comme du vin à l'avance? Non, sauf quand elle commence vraiment, enfin, sauf si vraiment vous la gardez. C'est-à-dire, si vous achetez aujourd'hui un millésime, j'en sais rien, 2017, 2016, il n'a que 2 ans, non. Si vous avez la chance, ou si vous avez fait vieillir un millésime de 2009, mettons, ça fait 10 ans, là peut-être, oui. C'est-à-dire que vous l'ouvrez, vous en servez un fond dans un verre, et vous jugez si potentiellement c'est ce que vous attendez ou si ça va s'ouvrir un petit peu, quoi. Voilà, je crois que tout le monde est presque servi. Alors, est-ce que vous pouvez commenter un peu ce qu'on déguste en ce moment? Alors, donc, avant de... On n'est pas encore servi.
J'aurais bien fait un petit sondage dès que tout le monde, pour voir finalement si c'est suffisamment marqué ou pas, ou très marqué. Après, quand on est un peu dans... Oui, je veux bien que vous me resserviez. Ma prise de recul est plus difficile que vous, à la limite. Moi, je nage dans ces bières-là, dans ce monde-là. Donc, il m'est parfois, du coup, difficile de dire si la différence est si flagrante que ça. C'est plutôt à vous, qui peut-être n'avez pas l'habitude de boire ce genre de bière, ou en tout cas avec la même bière avec X années d'écart, d'avoir un retour et de me dire si voilà, vous percevez une différence notable. Alors, qui veut se lancer? Est-ce que vous sentez déjà une différence? Quelqu'un veut prendre la parole? Non, personne ne veut prendre la parole. Là, on peut faire ça peut-être sous une forme de vote. Ce sera peut-être plus simple. Allons-y. On va le faire sous... Ah. Je veux bien prendre la parole, simplement pour dire qu'effectivement, on a une différence importante. Dans la chimée la plus récente, on a des arômes très francs de fruité, par exemple pruneau à l'alcool, on a du torréfié, on a du caramel. Et je trouve que c'est très franc et en bouche, on a quelque chose qui est... Une chimée bleue n'est jamais désaltérante, mais disons qu'elle est fraîche en bouche. Alors que la chimée vieillie est beaucoup plus compacte en arôme, en palette aromatique, et ce qui va, mais tu l'as dit, ce qui va être le plus fort, c'est la madérisation. Même si on retrouve notamment le côté caramel, j'ai moins retrouvé les arômes de fruits à l'alcool. Voilà. Ok. Alors on va faire ça sous forme de vote très simple en levant la main. On va essayer de tourner la phrase de façon positive. Qui voit une différence, enfin en tout cas importante, et du coup serait prêt à acheter ce genre de bière ou à en faire vieillir. Ok, donc il y a peut-être un 60-40, on ne va pas compter main par main. Voilà, donc comme l'a décrit Hervé Marziou, vous avez une bière qui est jeune, avec ses propres caractéristiques. Alors, du coup, moi, des fois, les chimées actuelles, je les trouve des fois un peu trop jeunes, pour le coup, parce qu'elles ne sont peut-être pas assez maturées à la brasserie, parce qu'il faut produire. Hein, il y a ce côté alcool, effectivement, il y a la fraîcheur. Et puis, à l'autre côté, vous avez un produit qui est plus chaleureux, plus rond, plus enveloppant. Voilà, donc vous avez effectivement presque deux bières différentes. Hein. C'est la même qui a évolué, mais voilà, c'est ça l'intérêt. Et du coup, ça, en fonction, c'est pour ça que le livre dont je vous ai parlé est important, en fonction des goûts que vous aimeriez avoir, qu'il n'y a pas dans la bière actuelle, c'est de savoir quel genre de bière vous voulez faire évoluer, vieillir et combien d'années. Parce que sur un spectre de 10 ans, il y a plein d'évolutions, des choses qui disparaissent, des choses qui apparaissent. Des fois, il peut y avoir aussi des choses moins intéressantes qui apparaissent, etc. C'est pour ça que ce livre aussi facilite grandement vers quoi aller. Après, vous pouvez tester un peu tout, mais c'est pas facile en temps, en argent, en place, enfin, etc. Après, je vous propose éventuellement de regarder quelques photos de bière. Photos, et si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà, on peut prendre 5 minutes pour les questions. Est-ce qu'il y en a? Oui. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir pourquoi dans la chimée vieillie, la mousse est beaucoup moins persistante. Vaste sujet. La mousse, elle est liée à plein de choses, dont les protéines. Et il est possible qu'avec le temps, certaines de ces protéines disparaissent, ou sont mortes, c'est pas le mot, mais ont disparu. Et donc, d'où le fait qu'il y ait moins de mousse. Après, ça peut être aussi... Bon, il faudra regarder l'état des bouchons. Je ne pense pas que les bières sont éventées parce qu'elles ont toutes quand même fait de la mousse et il y a des bulles. Mais on revient sur ce taux d'humidité. Je ne sais pas si on a gardé les bouchons, où ils sont, mais ça aurait été intéressant de regarder les bouchons 6 ans après, dans quel état ils sont. Il y a de toute façon, avec le temps, la remarque d'Hervé Marziou, c'est que le gaz carbonique aussi,
même si tout ça paraît étanche, on est quand même sur du bouchon en liège. Il y a une perte. Si on mesurait le CO2 à l'intérieur du niveau de gazéification, il serait forcément plus faible dans la bière Cassis ans. Bonjour. Bonjour. Du coup, vous nous avez bien expliqué les types de bières qu'on pouvait conserver et tout ça, mais est-ce que vous pourriez nous donner quelques bières que nous, on peut trouver dans le commerce et essayer de conserver chez nous d'autres exemples que la chimie bleue? Ça va être un peu les photos. Quelques-unes sont peut-être plus courantes, vous pouvez les trouver. D'où l'intérêt après que je vous passe les quelques photos. Il y a peut-être des choses que vous avez déjà vues qui pourront vous titiller. Après, il y a des choses plus rares. Ouais, mais bon, ça pourra vous donner quelques idées. On va peut-être les passer maintenant pour ne pas prendre trop de retard par rapport à la conférence suivante. Il n'y a pas de bouchon, capsule. La question, c'est est-ce que le vieillissement, c'est mieux que des bouteilles capsule, bouchon? Non, c'est vraiment la bière en elle-même et son style. Alors, je vous laisse commenter l'album Voilà, photo. rapidement. Donc, les gueuses, toutes les gueuses et lambics, forcément, c'est les bières qui vieillissent le mieux. Et vous pouvez trouver en bas toute la gamme des gueuses Boone, comme là, par exemple la Mariage Parfait, Creek Boone, etc., qui sont millésimées, que vous pouvez trouver à des prix assez corrects chez un bon caviste. Donc ça, c'est relativement facile d'accès et sans que ça coûte trop cher. Et vous n'êtes pas obligé de les faire vieillir. Avec un peu de chance, vous trouvez une Mariage Parfait 2013, 2014 et autres. Bon, ça, c'est d'autres gueuses et lambics. Bon, les Cantillon, Hansens, Trois Fontaines. Donc là-dessus, il y a pas mal de choses à faire. Si ce n'est que les gueuses, tout le monde n'apprécie pas les gueuses. Hein. Ça a des goûts très très particuliers qui ressemblent un peu à des odeurs de cour de ferme, de cheval, enfin, etc. Ici, quelques Micheller aussi, vous peut-être trouver sur le marché. Les autres vont être plus compliqués à trouver, parce que j'essaye de répondre un peu à la question du monsieur au fond. Voilà, tout ça, ce sont quasiment des barley wine de différents pays, Italie, Angleterre, Danemark, Belgique, France, en bas à droite, mais c'est une brasserie qui n'existe plus. Moi, j'ai toujours quelques bouteilles. Voilà, les Thomas Hardy, évidemment, si vous en trouvez sur le marché, ou vous achetez des nouvelles et puis vous les gardez un petit peu. Ça, c'était vraiment la bière, vous voyez, de référence. Hein. Ça, c'est la nouvelle version, la version intermédiaire à droite. La Stillenard dont je vous ai parlé, hein, j'ai 10 ans chez moi d'avance. J'achète chaque année 10 ou 12 bières de l'année pour voir comment elle évolue. Vous pouvez vous en procurer dans le nord de la France, la capsule ou quelque chose comme ça. Après, je ne sais pas s'il les garde, lui. Ça, c'est des bières de chez Baladin aussi que vous pouvez, qui est une brasserie italienne que vous pouvez aussi garder. Ça fait un bon voyage en Italie avec votre compagne. Faites un bon plan, visitez l'Italie et chemin faisant, s'arrêter dans quelques bonnes brasseries italiennes avec la gastronomie. Voilà, ça par contre, c'est accessible. C'est à ça que je voulais venir. La cuvée de l'empereur de Guden Carolus, ruban bleu. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en dessous, vous voyez, il y a la ruban rouge. La ruban bleue, elle fait 11% d'alcool, elle est brune foncée et il y a plein de millésimes qui existent sur le marché parce que la première a été créée en 2000, je crois. Donc vous pouvez les garder et ça change, c'est comme la chimée un peu, ça change mais encore peut-être de façon plus importante. Par contre, la ruban rouge, qui fait 10,5 en alcool mais qui est blonde, elle tient 3-4 ans. Alors que la ruban bleue, elle va tenir 10 ans sans aucun problème. Donc la couleur, les maltes, les mélanoïdes, les antioxydants sont capitaux. Ah, voilà, ruban bleu, ruban rouge. Donc la ruban bleue, vous voyez, il y a un millésime en haut, 2013. Enfin, chaque année, il y a des grandes quantités qui sont faites. C'est pas juste quelques bouteilles, quoi, hein. Vous pouvez facilement les trouver. Et une bouteille, ça coûte 6-7 euros, quoi. Au départ. Après, évidemment, chaque année, soit vous la gardez, soit vous l'achetez déjà vieilli, et puis ça va un peu augmenter, mais c'est raisonnable. Brooklyn fait aussi des choses intéressantes. Celle de droite, elle est passée dans des barriques sur... c'est une Imperial Russian Stout, ou équivalent en tout cas. C'est plus ou moins trouvable, on va dire. Ça, c'est une barley wine américaine. J'ai mis 5 ans à la trouver, mais bon, c'est pas grave.
La bouche de nuit et les bouches, vous pouvez les trouver assez facilement, les bouches de nuit, et les garder. Vous ne les trouverez pas vieillies, mais vous pouvez les garder. Quelques bouteilles, et ça se trouve assez facilement. Bah, ça va être sans doute 15 € la bouteille au départ, hein, mais ça vaut vraiment le coup. Il y a différentes façons. La Wesletteren 12, si vous connaissez, c'est la bière mythique, la soi-disant la meilleure bière du monde. Eh bien, la meilleure bière du monde, est-ce que c'est déjà la meilleure? C'est pas sûr. Elle fait 10,2 en alcool, mais elle est claire en couleur. Et donc, au bout de 4-5 ans, grand maximum, elle est à son apogée. Et après, elle madérise, mais c'est de la paille, quoi. Donc, elle ne peut pas se garder. Pourtant, elle fait 10,2 en alcool, mais sa couleur fait qu'elle ne va pas se conserver. Nice chouffe, vous pouvez trouver des nice chouffe, c'est la chouffe de Noël. Et ça, vous la gardez 4-5 ans, c'est top au bout de 4-5 ans. Pareil, c'est à vous de le faire, vous ne les trouverez pas dans un caviste. Les autres, c'est plus compliqué à trouver, je passe rapidement. La Zamischloss, voilà, ça c'est aussi une bière mythique, 14% d'alcool, qui est brassée à Zamischloss à la Saint-Nicolas. Donc 6 décembre, le Noël des pays de l'Est, de l'Alsace et de la Lorraine. Vous la gardez... Parce que pareil, je pense que votre caviste, je ne sais pas s'il en aura qui l'aura fait vieillir. 4, 5 ans, 6 ans, c'est top 5 de mes expériences de bière vieillie. Il y a vraiment une évolution significative, intéressante d'arôme, mais que sur la version dark, c'est-à-dire foncé. Parce qu'il y a une version claire. La version claire, vous l'oubliez, elle n'évoluera pas, même si elle fait 14% d'alcool. Et on va arriver, et voilà. Merci beaucoup. Merci pour cette... belle expérience autour du vieillissement de la bière, voilà. Ok.